Le nom des diverses courbes correspond à la concentration atmosphérique en CO2 qui sera atteinte au moment de la stabilisation. Par exemple, S750 signifie que si les émissions suivent le chemin décrit par la courbe, la concentration finira par se stabiliser à 750 ppmv. Rappel, 1 ppmv c'est une partie par million, soit 0,0001%. On peut voir que, quelle que soit la valeur de la concentration en CO2 au moment de la stabilisation, parvenir à cette dernière suppose que les émissions redescendent à un moment ou à un autre sous la moitié de ce qu'elles étaient en 1990, soit 2,5 à 3 gigatonnes par an. Sur ce graphique, on voit l'évolution correspondant de la concentration en CO2 dans l'atmosphère en ppmv. Chaque courbe ici se réfère à celle qui porte le même nom sur la figure de gauche. Pour ceux qui aiment les maths, les courbes de cette figure correspondent à l'intégrale de la courbe portant le même nom sur la figure de gauche, moins l'intégrale de la fonction d'absorption des puits, laquelle en première approximation est constante et vaut 3 gigatonnes par an. En fait, elle varie un peu avec le niveau de la concentration atmosphérique, mais reste aux alentours de quelques gigatonnes d'équivalent carbone par an, alors que les émissions pourraient monter bien plus haut. Ces courbes se lisent de la manière suivante. Pour une concentration de CO2 qui se stabilise à un niveau donné, figure de droite, on a calculé des exemples de courbes d'émissions qui y correspondent, figure de gauche. La correspondance entre figures se fait sur les références de courbes, c'est-à-dire S450, S550, etc. Le point d'origine représente les émissions de 1990, le trait gras, IS92A, correspond au scénario catastrophe où les émissions ne baissent pas pendant le XXIe siècle. Il y a une conclusion importante, si ce n'est essentielle. Stabiliser la concentration de gaz carbonique dans l'air suppose, quel que soit le niveau de cette stabilisation, que les émissions mondiales de ce gaz redescendent un jour sous la moitié des émissions de 1990, puis encore en dessous après. Pour que la concentration de CO2 dans l'atmosphère se stabilise seulement à 450 ppmv, S450, niveau au-delà duquel les gros ennuis semblent probables dans un futur plus ou moins lointain, mais personne ne peut dire qu'en dessous nous n'en aurons pas aussi, il faut enclencher la décroissance des émissions dès 2010-2020 pour les ramener en 2100 à un gros tiers des émissions actuelles. Plus nous attendons pour réduire les émissions et plus la stabilisation se fera à un niveau élevé. La seule chose que l'on puisse dire lorsqu'on regarde ces courbes, c'est que la rapidité du démarrage des réductions a un impact très significatif sur le niveau de stabilisation à terme et que donc plus de réductions le plus tôt sera le mieux. Dans cet esprit, si Kyoto n'est pas un objectif ultime, il a le mérite de tenter de mettre en mouvement la décroissance des pays industrialisés, sans garantir toutefois une baisse globale des émissions. Cette baisse globale est cependant assez peu probable, tant que nous considérons comme légitime que les pays dits en voie de développement se rapprochent le plus possible de notre niveau de consommation matérielle, qui va assez inexorablement avec notre niveau d'émissions de gaz à effet de serre, et que les réserves de combustibles fossiles le permettent. Baisser les émissions sera de toute façon une réorientation conséquente. Nous avons vu que les consommations énergétiques ont tendance à augmenter. Est-ce que cela signifie nécessairement que nous ne pouvons rien faire contre les augmentations des émissions de CO2? Non, car nous disposons de sources d'énergie sans CO2, et nous savons comment réduire vite les émissions des autres gaz à effet de serre. Et comme le monde est fini, c'est-à-dire que les ressources finiront tôt ou tard par manquer, les émissions finiront par décroître un jour. Mais par contre, il ne se passera rien sous la forme volontaire et organisée, si l'objectif de réduction ne devient pas un objectif explicite et prioritaire. Explicite, ça veut dire qu'il est toujours dans la liste des points pris en compte dans toute décision collective. Construction ou absence de construction, d'infrastructures, fiscalité énergétique ou agricole, avantages octroyés à tel ou tel secteur d'activité, etc. Cela veut dire que cet objectif ne fait pas partie des non-dits, des choses qu'on verra plus tard, et surtout que le citoyen le souhaite expressément et force le politique à en tenir compte dans tous les contextes. Mais cela signifie aussi que le citoyen connaît les contreparties et les accepte. Autrement dit, au Canada, c'est pas gagné. Prioritaire, ça veut dire que si nous devons choisir entre une décision compatible avec la réduction des émissions et une décision qui ne l'est pas, par exemple souhaiter la modération des prix de l'énergie à court terme, ou encore l'encouragement à la consommation matérielle de chacun d'entre nous, sans possibilité de concilier les deux, il faut systématiquement arbitrer en faveur de la réduction, ce qui n'est quasiment jamais le cas aujourd'hui. Et là au Canada, on est vraiment loin. Sans que l'on puisse savoir si nous avons déjà perdu la partie ou pas, une chose est sûre, plus nous traînons et plus nous-mêmes et nos descendants proches courront des risques.
Le GIEC a estimé que nos émissions dans quelques dizaines d'années pourraient varier du tout au tout en fonction de ce que nous allons faire. Il se pose alors le problème de savoir qui devrait réduire pour montrer l'exemple et comment le faire. L'une des solutions pourrait être d'organiser un référendum mondial ou au moins européen. Car pour ce qui est des États-Unis ou du Canada et de l'Australie, on peut oublier ça. Mais que pouvons-nous émettre comme CO2 si nous voulons lutter efficacement contre le réchauffement climatique? Le GIEC a publié dès 1996 la conclusion suivante. Pour arrêter d'enrichir l'atmosphère en gaz carbonique, autrement dit pour que la quantité de CO2 dans l'atmosphère soit stable et non croissante, quel que soit le niveau et quelle que soit la date à laquelle nous souhaiterons y parvenir, il faudra de toute façon que les émissions humaines de CO2 soient divisées par 2 au moins par rapport au niveau de 1990. Pourquoi faut-il opérer cette division par 2? C'est presque de l'arithmétique toute bête. Durant la décennie de 1990, l'humanité émettait environ 6 milliards de tonnes de carbone par an dans l'atmosphère, soit 22 milliards de tonnes de CO2. Et Mère Nature savait en récupérer environ 3 par an grâce à ce qui s'appelle les puits, les océans, les écosystèmes terrestres, etc. Dire que Dame Nature ne parvient à retirer que 3 gigatonnes de l'atmosphère par an, soit la moitié de nos émissions, c'est avoir dit que l'autre moitié vient augmenter la quantité de CO2 dans l'atmosphère. En fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça parce que les émissions ne sont pas constantes et la fraction qui va enrichir l'atmosphère n'est pas constante non plus. Elle augmente. Voici le graphique en CO2 en milliards de tonnes en fonction du temps, partie haute du graphique, et destination de ce CO2 émis en fonction du temps aussi, partie basse. On constate que depuis 1980, l'absorption de l'océan est à peu près constante en valeur absolue, environ 8 milliards de tonnes de CO2 par an, et donc décroît en part relative. On constate aussi que l'absorption des écosystèmes terrestres est très variable d'une année sur l'autre, mais qu'en tendance lourde, il y a de plus en plus de CO2 qui reste dans l'atmosphère chaque année. Pour que la quantité de CO2 dans l'atmosphère cesse d'augmenter, une première approximation consiste donc à dire qu'il faut diviser par 2 les émissions de 1990, lesquelles émissions ont cru de 25% entre 1990 et 2004. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, et l'objectif ultime est encore inférieur, hélas, comme l'encadré ci-dessous l'explique, car l'absorption des puits n'est pas constante, quoi qu'il se passe par ailleurs. Mais disons que de diviser les émissions par 2 fixe les idées pour les décennies à venir. Pour arrêter d'enrichir l'atmosphère en gaz carbonique, ou en tout autre gaz à effet de serre, le principe est très simple. Il faut que les émissions humaines ne dépassent pas ce que les puits de carbone, océans pour une partie, écosystèmes continentaux pour le reste, savent absorber. Mais cette absorption n'est pas constante. Actuellement, l'absorption en valeur absolue, c'est-à-dire en milliards de tonnes de carbone, augmente avec la quantité de CO2 dans l'air pour les produits continentaux. Une atmosphère riche en CO2 favorise à court terme la croissance des végétaux. Augmente avec la quantité de CO2 dans l'air pour l'océan. La quantité de CO2 qui se dissout dans l'eau augmente si l'air est plus riche en CO2. Les thermodynamiciens disent que la pression partielle de CO2 dans l'air et dans l'eau s'équilibre. Si celle de l'air augmente, celle de l'eau augmente aussi. Mais tant pour les puits continentaux qu'océaniques, cette absorption diminuera à long terme avec la température. Une eau plus chaude dissout moins bien le CO2 et dans un climat plus chaud, le surplus de croissance de la végétation, s'il en subsiste, compense de moins en moins une décomposition accélérée des végétaux morts et de l'humus au sol qui produit du CO2. Comme la température est condamnée à augmenter dans l'avenir quoi que nous fassions, mais elle augmentera plus ou moins en fonction de ce que nous ferons, ce qui n'est pas une mince différence, cela signifie aussi que les puits ont tendance à s'affaiblir avec le temps, même une fois que nos émissions sont stabilisées. La conséquence de cette dernière caractéristique, c'est que diviser les émissions par 2 permettrait de se mettre au niveau actuel des puits, mais ensuite il faudra continuer à diminuer. Mais pour simplifier, nous dirons que dans un premier temps, l'objectif qui a un sens physique est de diviser les émissions mondiales de 1990 par 2, afin de fixer les idées, car nous sommes encore très très loin de Kyoto. Attention, une atmosphère dont la concentration en gaz carbonique cesse d'augmenter, cela ne veut pas dire une diminution immédiate de l'effet de serre supplémentaire par rapport à la situation pré-industrielle de 1750, et encore moins une diminution immédiate de la température. Cela veut juste dire que l'effet de serre supplémentaire arrête d'augmenter, mais l'atmosphère restera pendant des milliers d'années au moins avec un effet de serre plus important qu'en 1750. Pour limiter aussi vite que possible un changement futur, la division par 2 de nos émissions est donc plus un minimum qu'un objectif suffisant.